Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 01 TV pour ce nouveau numéro de 01 Hebdo. Vous le savez, depuis 3 semaines déjà, on vous retrouve pour toute l'actualité high-tech, mais depuis la maison, puisque c'est un 01 Hebdo. Nous sommes confinés et on est ravis d'être avec vous. Salut Jérôme. Salut François, bonjour à tous. Est-ce que tu vas bien dans ton lieu lointain de confinement? Écoute, je vais bien et aujourd'hui j'ai un nouvel assistant que je voulais te présenter. Je te Oula, présente Mouchou. Regarde comme il est qu'est-ce que mignon. c'est que ça? Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un petit lapin. Je crois que cette émission part complètement en live, hein, c'est le cas de le dire. Oui, oui, il s'est mignon. Voilà. Ben, C'est un petit c'est pangolin, mon c'est petit ça? assistant. C'est mon petit assistant, non, pas de pangolin en ce moment, c'est pas une bonne idée. Tu Voilà, ne il le veut manges partir, je pas, sais pas pourquoi, François, tu ne le manges je pas. crois, je crois que tu lui as fait peur. Voilà, c'était Mouchou, Ah, je suis et Mouchou désolé. voulait vous faire un petit coucou. Voilà, coucou Mouchou, voilà, il est là. Salut C'est lui qui Bouchou. m'a aidé Ah à ouais, préparer d'accord. Il est gros, ce dites 0 donc, à hein. hebdo. Oui, il est pas mal, hein. Bon, attends, je le Ah ouais, repose par terre. Voilà, pour qu'il ouais. puisse gambader. En plus, il perd ses poils, c'est une horreur. Bon, alors, au menu de ce 0 à hebdo, Jérôme. Alors, eh ben, écoutez, on va quand même parler de choses très sérieuses. Vous allez voir, il y en a un énorme menu. D'abord, dans la partie actu de ce 01 Hebdo, on va un petit peu décortiquer, on va se pencher sur véritablement ce que la tech peut faire pour nous aider à traverser cette crise du coronavirus, et y compris ce qu'elle pourra nous aider à faire pour sortir du confinement grâce aux différentes applications qui existent ou qui existeront bientôt. On verra ça avec On Nicolas s'intéresse Lelouch. On s'intéressera aussi aux réseaux sociaux, Jérôme, tout à l'heure, avec Michel Gilbert, qui sera notre invité, qui est la directrice de la communication du groupe Facebook. Alors, Facebook, c'est Instagram, c'est WhatsApp, effectivement. Facebook qui a mis en place pas mal de choses, justement, pour tous les Français confinés, avec notamment, tu sais, ce hashtag qu'on a tous vu, Restons à la maison. Et on essaiera de découvrir quelles sont les initiatives de la part de Facebook. Et puis on retrouvera nos chroniqueurs habituels de la rédaction de 01net, et notamment Amélie Charnet, qui viendra nous parler de deux choses. D'abord, de la manière dont les opérateurs et les réseaux télécoms encaissent la surutilisation d'Internet en ce moment. Et puis on va s'intéresser à un chantier hors du commun. C'est un câble sous-marin que Google est en train d'installer, un câble supplémentaire entre les États-Unis et la France. C'est passionnant. Voilà, un câble qui fait 6600 km, mais on Ouais. aura tous les détails tout à l'heure avec Amélie. On retrouvera encore une fois Nicolas Lelouch qui viendra nous présenter les nouveaux Xiaomi qui viennent d'arriver. Ce sont les Mi 10 et Mi 10 Pro. Qu'est-ce qu'il en pense? Vous le saurez tout à l'heure, bien sûr. Et puis, une page un peu pratique dans ce 01 Hebdo avec Christopher Siminelli qui viendra tout nous dire sur la meilleure manière d'optimiser son Wi-Fi à la maison pour avoir la meilleure connexion possible, parce qu'en ce moment, on en a vraiment besoin, évidemment. C'est vrai qu'en ce moment, à la maison, c'est la guerre du Wi-Fi. Et puis, on terminera avec Jordan Cosino qui sera là pour ses insolites du web. Et oui, Jordan, vous manquez, nous aussi. Il sera avec nous, même confiné tout à l'heure. Voilà, donc vous voyez, 01 Hebdo confiné, mais 01 Hebdo plus fort et plus chargé que jamais. Bienvenue, c'est parti. Bon, alors évidemment, on ne déroge pas aux règles, aux bonnes habitudes. On va parler de la question 01 Hebdo Orange comme d'habitude. Avant de nous intéresser à la question de cette semaine, on revient sur la question de jeudi dernier. On vous demandait si vous étiez prêt à acheter un smartphone Huawei sans les services de Google, puisque vous le savez, la semaine dernière, nous évoquions la sortie des P40 et des P40 Pro. Eh bien, c'est une majorité de non, Jérôme, on s'en doutait. Vous n'êtes pas Oui, prêt absolument. aujourd'hui à investir dans un smartphone Huawei qui n'a pas les services Google. Alors, c'est une situation qui n'est pas figée. Peut-être que tout ça va évoluer. Et c'est vrai qu'à l'instant T, c'est, pour vous en tout cas, assez compliqué. Cette semaine, on vous interroge sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'avec l'obligation de confinement, vous utilisez les réseaux sociaux plus que d'habitude? Bon, on a une petite idée de la réponse, malgré tout. On en parlera d'ailleurs avec notre invité tout à l'heure. Mais voilà, dites-le nous, c'est quand même intéressant. Donc sur Twitter, hashtag 01hebdo, hashtag Orange, utilisez-vous plus que d'habitude les réseaux sociaux? Voilà, on vous attend sur Twitter. Merci d'être avec nous, comme chaque jeudi, pour 01 Hebdo. C'est parti, Jérôme, avec l'actu.
Et pour débuter ce 01 Hebdo, Jérôme, on accueille Nicolas Lelouch. Bonjour Nicolas. Bonjour François, bonjour Jérôme. Salut Nico. Journaliste à zeronet.com. Alors Nicolas, tu vas avoir du boulot aujourd'hui puisque tu vas nous parler tout à l'heure des Xiaomi que Oui, tu as reçus. Parce que c'est pas parce qu'il est confiné, Nicolas, qu'il ne teste pas des smartphones. Si vous voyez son bureau, ça ressemble en fait à l'étal d'un magasin de smartphones, carrément en ce moment. Et puis, pour débuter, et c'est pour ça qu'on voulait t'avoir dans l'actu, on va faire un point sur toutes ces initiatives de sortie de crise du coronavirus et se rendre oui. compte à quel point notre smartphone va peut-être pouvoir nous aider d'accélérer en fait la fin de cette épidémie. Ouais, sortie de Ah, crise, et puis même avant la sortie de crise, dès maintenant, hein, Nicolas, il y a plein d'applications à la fois en France, aux États-Unis, en Chine, etc., qui nous permettent quand même d'essayer d'avancer un peu dans cette crise du coronavirus. Oui, c'est ça. C'est un petit peu le problème à l'heure où tout est connecté, à l'heure de la mondialisation et à l'heure où un virus est propagé sur la planète entière. C'est comment réussir à réguler ce virus et réguler sa circulation alors que les gens sortent, que les gens ont voyagé. Et en fait, le constat qui a été fait, c'est qu'on a presque tous des smartphones et que du coup, ces appareils peuvent servir à réguler le virus, à informer la population. Donc, il y a eu pas mal d'initiatives dans d'autres pays, notamment en Chine, notamment aux États-Unis. Ce qu'il y a déjà à prendre en compte, tu as raison de le préciser, ce n'est pas que de la régulation post-coronavirus, c'est aussi de la régulation pendant la propagation du virus. Et par exemple, aux États-Unis, ce qu'on a vu, c'est une application créée par Apple. Et c'est là où c'est très étonnant parce que c'est une marque qui d'habitude ne se mêle pas trop de la vie politique, de la vie publique. Elle ne s'intéresse pas vraiment à ça. Mais là, ils ont lancé une application aux États-Unis qui permet aux gens d'indiquer leurs symptômes. Par exemple, j'ai un peu de toux, j'ai mal à la tête. Par contre, j'ai pas de courbature. Et l'idée, en fait, c'est d'avoir un pré-diagnostic. Et donc, du coup, c'est Apple qui vous conseille de faire des choses ou au contraire de ne rien faire. Par exemple, si vous avez un symptôme, on va vous dire, eh bien, restez chez vous, ne sortez pas, évitez justement de parler trop près de vos poches, respectez les mesures de distanciation sociale. Alors que si vous avez de trop gros symptômes, on va vous indiquer d'appeler un médecin. Toutes ces données, elles sont anonymisées, donc ça, c'est bien. Et l'idée, en fait, c'est de rassurer les gens. Il y a d'autres initiatives. Google a fait ça. Dans d'autres pays aussi, notamment au Royaume-Uni, il y a une application du gouvernement qui permet de savoir si il faut appeler les médecins, s'il faut rester chez soi. Et le but, en fait, est de rassurer les gens à l'aide du smartphone. Donc ça, c'est les Nicolas, en premières revanche, initiatives qu'on voit. ces initiatives ne sont valables qu'aux US. Hein. L'appli Oui, Apple dont tu parles ne marche qu'aux États-Unis, pas en France. Hein. oui, l'appli Apple ne marche qu'aux États-Unis pour une raison simple. Elle a été faite sur demande de la Maison-Blanche et du Bureau du traitement des maladies infectieuses aux États-Unis. Donc l'idée étant vraiment que c'est une initiative gouvernementale et une initiative locale qui se met à un pays. Il y a plein d'initiatives après des marques. Par exemple, ce qu'on voit en France, c'est qu'Apple utilise son module Apple News et la page d'accueil de l'App Store pour dire aux gens, regardez les vidéos du gouvernement pour apprendre justement à rester à 1 mètre de distance, à faire attention, à ne pas sortir de chez soi. Donc, les marques essayent de jouer leur rôle et utilisent le smartphone pour informer, mais c'est vrai que l'initiative d'Apple se limite aux États-Unis, par exemple. Alors, en Chine, il y a le fameux QR code là, qui pourrait Oui. peut-être même, on va en parler, nous tomber dessus, un de ces quatre. C'est quoi ce QR code? Oui, alors le QR code, il a deux utilisations. Déjà, il était très important pendant la crise, en pleine épidémie, et il sert surtout au déconfinement, à l'après justement quarantaine. Qu'est-ce que c'est que ce système? On en avait parlé sur ZeroNet à plusieurs reprises. Il s'appelle le Alipay Health Code. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, Alipay, c'est l'équivalent d'Apple Pay, de Google Pay, de Samsung Pay en Chine, sauf que ça n'utilise pas du NFC, mais un QR code. Donc, chaque personne a sur son téléphone un code, et il est scanné par le commerçant, et grâce à ça, le commerçant peut vous facturer. Et en fait, l'idée du gouvernement chinois, en partenariat avec Alibaba qui détient Alipay, est justement d'avoir un QR code de couleur vert, orange ou rouge. Et l'idée, en fait, étant que les personnes vertes sont les personnes qui ont soit déjà eu le coronavirus, donc qui sont immunisées, soit les personnes qui ne l'ont pas parce qu'elles ont eu un test récent. Les personnes oranges, c'est les personnes pour qui il y a suspicion d'avoir le coronavirus, tandis que les personnes rouges, eh bien, elles l'ont, donc du coup, elles doivent rester chez elles. Et ce qu'a fait le gouvernement chinois, on peut se poser plein de questions en ce qui concerne le respect du droit de l'homme, tout ça, c'est d'avoir une limitation des droits de chaque individu en fonction de son code de couleur. Donc, par exemple, si vous êtes vert, vous avez le droit de prendre le métro. Par contre, si vous êtes orange ou rouge, interdiction de se déplacer, interdiction de faire des courses. Et le but, en fait, est de vous forcer à rester chez vous. Et là où le gouvernement chinois va bien entendu plus loin, c'est que si vous n'êtes pas vert et que vous sortez, eh bien, la police peut venir vous voir et vous arrêter parce que tout est envoyé à la police en temps réel. Donc ça, évidemment, c'est
absolument pas ce qu'on espère voir en France. Ça reste des dérives d'un pays qui a beaucoup de pouvoir. Mais il faut reconnaître que c'est une initiative très intéressante parce qu'elle est en train d'inspirer d'autres pays, notamment la Russie, qui a lancé un système de QR code pour permettre de gérer le confinement. Et Nico, excuse-moi, j'ai pas bien compris. Comment tu peux être qualifié de vert, d'orange ou de rouge? C'est compliqué à dire. A priori, il y a une histoire de QCM quand on configure l'application. Et surtout, en fait, l'idée, et c'est ce que fait le gouvernement chinois de plus en plus, c'est qu'ils font des tests maintenant de la Oui, c'est pour ceux qui ont population été de testés. masse. C'est ça. Et l'idée étant de dire, voilà, si on trouve des anticorps chez une personne, ça signifie qu'elle a déjà eu le virus, donc elle est immunisée. Donc, du coup, on peut lui donner un QR code vert définitif et il ne bougera pas. Donc, cette personne peut récupérer tous ses droits de avant coronavirus. Alors que les gens qui ne l'ont pas encore eu sont encore à risque. Et le but étant d'éviter les rassemblements. Par exemple, on lisait Hmm. il y a quelques jours que les cinémas ont rouvert à Shanghai. Bon, entre-temps, ils ont refermé. Mais bon, ils ont rouvert pendant une courte période de temps. Et pour rentrer au cinéma, on avait obligation de montrer son code de santé, de faire un contrôle de température et de laisser des places vides entre deux personnes. Donc, c'est en tout cas ce qu'on voit sur ce déconfinement, c'est qu'il y a un besoin de contrôler. Et il y a de grandes chances que ça arrive aussi chez nous. Mhm. Dans Alors d'autres justement, Europe. chez nous, pour l'instant, hein, Nicolas, il n'y a pas d'application officielle mise en Oui, place par le gouvernement. Il y a eu une application, mais privée, qui en plus a posé pas mal oui. de questions en termes de respect de la vie privée. En revanche, on sait que, et notamment à l'heure à laquelle on enregistre, eh bien, cette séquence, hein, le gouvernement est en train de réfléchir à possiblement une application pour que l'on puisse passer à la phase de ce qu'on appelle le déconfinement, hein. Ça pourrait être C'est quoi ça. cette appli donc? Déjà, on vous rassure immédiatement, il n'y a pas de but de flicage de la population comme en Chine ou ailleurs. Et le but n'est pas de Hmm. restreindre la vie privée ou de vous envoyer la police si vous sortez de chez vous. Ce n'est pas ce qui va se faire en Europe. En tout cas, il y a de grandes chances que ce ne soit pas le cas. Maintenant, ce qu'on est en train de préparer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si, par exemple, dans 2 semaines, dans 4 semaines, dans 6 semaines, le confinement prend fin et qu'on dit que la vie normale reprend, eh bien, les gens vont sortir et au bout de 2 semaines, on aura un nouveau pic d'infection parce que c'est impossible, le virus est encore là et on ne tombera jamais à zéro de personnes contaminées dans la nature. Donc, il va nous falloir un moyen de réguler cette sortie et ce déconfinement. Ce qu'il se passe, c'est qu'on a une attestation papier aujourd'hui qui ne veut pas dire grand-chose parce que vous pouvez en faire plusieurs dans la journée. Il n'y a pas d'historique de vos sorties et donc, du coup, il va falloir qu'on puisse identifier les citoyens à un moment ou à un autre. Donc, ce qui est en train de se préparer, a priori, la bonne nouvelle, c'est que c'est une initiative européenne et non pas française. Donc, c'est-à-dire qu'il y aurait tous les pays de l'Union européenne qui pourraient se mettre d'accord et avoir le même système de QR code ou un autre système. Ce qui est évoqué notamment, ça serait d'utiliser Bluetooth plutôt qu'un QR code, ce qui fait qu'en fait, il n'y aurait pas de flicage en temps réel avec le GPS, avec les données cellulaires, mais il y aurait en fait une reconnaissance des smartphones entre eux. Donc, du coup, le gouvernement ne saurait pas où vous êtes. Par contre, si vous passez à côté de quelqu'un qui a potentiellement coronavirus, ou vous êtes dans une zone à risque parce qu'il y a beaucoup de personnes simultanément, dont des personnes qui n'ont jamais eu le coronavirus ou qui ne sont pas immunisées, eh bien votre téléphone pourrait vibrer pour vous dire évitez cette zone, vous êtes une personne à risque et il peut y arriver à avoir des choses. Et donc le Ouais. but serait de limiter les groupes de beaucoup de personnes, les rassemblements, pour protéger la population. Et François vient de tousser, hein, donc voilà, je dis ça comme ça. Oui, je suis un peu inquiet Ouais. pour François. Je pense que ton Ouais, et code serait jaune en Chine. Alors, j'ai toussé et mon téléphone a vibré en Bluetooth. Je ne sais pas si c'est lié, hein, mais Ah, bon, ah bah, je tu ne sais pas vois, trop. on Ouais. a peut-être quelque chose. Tu es un Quand est-ce bêta-testeur. que, est-ce qu'on a une idée de quand pourrait être disponible cette appli, Nicolas? Les rumeurs parlent d'une disponibilité autour du 15 avril. Ça tombe bien, c'est les dates de fin de confinement qui ont été annoncées dans beaucoup de pays, y compris la France, même si on peut s'attendre à un Hmm. report du confinement un peu plus tard. Maintenant, il va falloir que les autorités se mettent d'accord sur un système. Il va falloir que l'application soit prête, hein, ce qui n'est pas forcément le cas. Je ne pense pas que le gouvernement soit sur le point de faire une communication là-dessus dès maintenant, parce que si on commence à dire aux gens que leur vie va être radicalement différente parce Hmm. qu'elle nécessitera d'utiliser une application à la fin du confinement, déjà que le confinement n'est pas fini, ils vont paniquer pour d'autres raisons. Donc, le but étant de rassurer et d'y aller petit à petit. Donc, Hmm. pour l'instant, je ne pense pas que ce soit d'actualité. Maintenant, c'est sûr que si on veut pouvoir reprendre la vie normale rapidement, pouvoir travailler, pouvoir voyager d'un pays européen à un autre, il va falloir Hmm. rapidement avoir une méthode de régulation et on pourrait se diriger vers une application, mais avec un peu plus de respect de la vie privée que dans d'autres pays. Voilà, c'est notamment Singapour, hein, qui serait pris pour modèle, qui a Oui, fait une appli qui est plutôt pas mal, qui marche en Bluetooth et qui est mise c'est ça, en open source, etc. tout à Merci fait. beaucoup, Nicolas. Merci et à Nicolas, tout à l'heure pour alors, parler téléphone.
Voilà, tu as le temps d'aller boire un café, de manger un cookie et on revient Ok. juste après. Tu vas nous Retrouve tout à présenter l'heure. les nouveaux Xiaomi que tu as déjà à portée de main, hein. Voilà, Ils Voilà. on sont en parle là. dans un Les Mi tout 10 à et Mi l'heure. 10 Pro. À tout à l'heure. Et en attendant, François, je te propose qu'on s'intéresse à ce qui se passe du côté de Facebook. Facebook qui met les petits plats dans les grands pour essayer de nous accompagner au mieux pendant cette crise du coronavirus. On en parle avec Et on notre accueille invité. tout. Voilà, Michel Gilbert nous rejoint tout de suite. Alors Jérôme, évidemment, comme on a beaucoup de temps à perdre en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On se connecte sur les réseaux sociaux, alors les Twitter, bien évidemment, les Snapchat, mais aussi Instagram, Facebook, WhatsApp. On va voir justement quelles sont les initiatives du côté du groupe de Mark Zuckerberg avec notre invité Michel Gilbert, qui est la directrice de la communication de Facebook en France et en Europe. Bonjour Michel. Bonjour, ravi d'être là, tous ensemble à la maison. Exactement, oui. Bonjour Michel. Et Ensemble à la maison, d'ailleurs, c'est le nom d'une opération que vous lancez. On va en parler dans un instant. Mais avant cela, Michel Gilbert, est-ce que vous constatez sur Facebook et puis toute la galaxie Facebook, hein, Instagram, WhatsApp, etc., véritablement une augmentation du trafic en ce moment? Oui, c'est normal, c'est clair qu'il y a une augmentation de trafic car la mission de Facebook est de connecter les gens et de leur donner l'opportunité de parler et de créer du lien. Donc, on voit très concrètement sur les messageries, par exemple, de WhatsApp ou de Messenger, qu'il y a une augmentation de 100%, c'est-à-dire que les gens utilisent 2 fois plus les messageries qu'autrefois. Et également, on constate une augmentation de l'utilisation de live, notamment sur Instagram. Il y a beaucoup plus de live et les gens regardent et utilisent les lives beaucoup plus. Et là, également, c'est une augmentation de 2 fois par rapport à ce qu'on voit en temps normal. Est-ce que en matière de charge de réseau, parce que j'imagine pour vous c'est une explosion aussi de la bande passante, vous avez tout prévu, il n'y a pas de problème, ça marche en ce moment Facebook? Tout d'abord, oui, on a réfléchi à cette question de charge de réseau et on savait combien c'est important pour que chacun puisse accéder à l'Internet et aux services aujourd'hui, surtout que nos enfants sont à la maison, ils doivent accéder au cours. Et donc, nous, on a dit, c'est notre responsabilité également de prendre une action là-dessus. Donc, on a décidé de réduire le débit de nos vidéos. Concrètement, ça va laisser un peu place sur les réseaux et cette réduction n'a aucune incidence sur la qualité des vidéos qu'ils voient nos utilisateurs, mais en fait, c'est une façon de prévenir l'augmentation sur les réseaux et de faire notre contribution pour que chacun puisse se connecter parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'avoir ce lien. Alors, réduction de la consommation de la bande passante, mais malgré tout, énormément de contenus qui sont proposés. Et vous avez donc lancé cette opération qui s'appelle Ensemble à la maison. Qu'est-ce que c'est exactement? Ensemble à la maison, c'est tout simplement, en fait, ce qui se passe sur Facebook depuis des années, c'est-à-dire que des artistes et des personnes qui viennent faire des performances en live sur le réseau. Mais on te dit, c'est encore plus intéressant aujourd'hui quand on est confiné chez soi. On a besoin de garder le lien social et culturel. Et on a vu que tous les salles de spectacle sont vides, qu'il n'y a plus de moments pour se divertir. Et quand les choses ne sont pas comme d'habitude, on a besoin plus que jamais d'être avec les autres. Et on a quand même le live. Le live permet à chacun de donner et de recevoir et de même communiquer. Donc, un certain nombre d'artistes, comme Jean-Louis Aubert, ont décidé de prendre leur guitare et donner aux utilisateurs de Facebook des concerts live privés. Et là-dessus, on a également des corps de fitness, on a également des corps de maths. On voit que tout le monde vient autour de cet hashtag qui est Ensemble à la maison pour partager quelque chose avec les autres. Alors, il y a des musiciens, il y a des personnalités, il y a des humoristes aussi hein, qui font des petits sketchs qui s'inspirent en fait de l'actualité en ce moment qui n'est pas très gai, mais malgré tout, on peut rire de tout. C'est par quel lien on passe? C'est par Facebook ou aussi par Instagram que les gens peuvent accéder à ces vidéos? Le même programme, en fait, est sur les 2 plateformes. Instagram propose également Ensemble à la maison, peut-être avec d'autres célébrités, d'autres types de contenus qui sont complémentaires. Et Ensemble à la maison est également sur Facebook. Et donc, c'est ouvert à tous. C'est très spontané. Vous voyez que chaque jour, on
publie un programme de live. Donc, on peut venir, on peut repartir, on peut partager, on peut revenir plus tard. Mais tout l'objectif, c'est de partager quelque chose en direct, authentique avec des personnes. Et on voit que vraiment, il y a un vrai engouement et les gens ont envie de réagir. Si vous regardez le nombre de commentaires, les nombres de commentaires positifs, c'est formidable de voir la solidarité qui se met autour. Et également, les célébrités ont décidé de mettre le bouton donation, par exemple. Il peut jouer et aussi lever des fonds pour une association. On fait pas mal de choses pour les hôpitaux de Paris, pour le Secours populaire ou pour n'importe quelle association sur laquelle on a envie de donner de l'argent, du temps. Mmh. Alors, Michel Gilbert, ça, c'est pour l'aspect divertissement, on va dire, entraide, information, etc. Mais il y a on va dire, j'allais dire un problème récurrent, permanent depuis très longtemps lié aux réseaux sociaux, notamment Facebook. C'est le problème de la désinformation, des fake news. Vous êtes régulièrement, d'ailleurs, mis en accusation ou en tout cas interpellé à ce sujet. Et avec le coronavirus, ça explose cette désinformation. On n'a jamais arrêté de se battre contre les fausses informations sur la plateforme, que ce soit sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram. C'est un combat sans cesse. Et bien évidemment, on a redoublé les efforts avec cette crise. On a des partenaires très, très solides qui sont nos vérificateurs d'informations en France, qui sont des médias qui vérifient les informations qui sont mises en ligne. On a des barrières. Si jamais quelqu'un publie une information qui est considérée comme fausse, il y a un filtre qui est mis sur l'actualité et même c'est écrit « cette actualité est considérée comme fausse, ne le partagez pas ». Au-delà, s'il y a une actualité qui est nuisible, c'est supprimé immédiatement de notre plateforme. Et également, nous voyons beaucoup de pédagogie. Nous faisons beaucoup de pédagogie pour diriger les gens vers les vraies informations. Ça, c'était vraiment très important pour nous. C'est de travailler avec les organismes de santé, avec le gouvernement, avec les autorités pour proposer en premier les vraies informations. Donc, on a créé un centre d'information sur le virus avec toutes les actualités du gouvernement et également avec des fonctionnalités pour proposer de l'aide aux autres. Très bien. Malgré tout, on voit encore pas mal de vidéos ou d'informations, on va dire un petit peu farfelues concernant le coronavirus, parce que ce qu'il y a de fort, c'est le partage de l'info sur Facebook. Là aussi, vous vérifiez ce qui est partagé. Et dans le cas où c'est du fake news, vous l'enlevez? Totalement. Il y a une équipe qui est dédiée et ça se passe dans deux façons. Il y a des équipes de vérificateurs d'informations, mais aussi nos équipes Facebook qui sont présents pour vérifier les informations qui sont partagées et également les rumeurs qui peuvent être partagées. Donc là, c'est non-stop, 24 heures sur 24 dans tous les pays et toutes les langues. C'est vrai, c'est un travail sans cesse, comme je disais plus tôt dans l'interview, mais on est très vigilants et je pense qu'on a beaucoup appris, on a beaucoup d'expérience et on a les moyens pour combattre, mettre fin à les fausses informations, les fausses pages, mais ça demande également un effort de chacun. C'est-à-dire que nous aussi, nous pouvons signaler des informations qui nous semblent farfelues, pas vraies. Et il suffit d'un simple clic sur l'information. Comme ça remonte beaucoup plus rapidement nos équipes et on peut le vérifier et le supprimer si nécessaire. C'est-à-dire que oui, vous ne pouvez pas tout vérifier et vous vous en remettez finalement aussi aux utilisateurs. Oui, au civisme de chacun finalement. C'est exactement ça, c'est le civisme. On ne va pas partager un virus, donc on ne va pas partager des fausses informations. Donc, chacun peut être acteur et chacun peut juste cliquer, signaler ces informations pour que nous puissions réagir beaucoup plus rapidement. Mais aujourd'hui, quand même, je tiens à dire, ce qu'on voit de plus sur la plateforme, ce n'est pas les fausses informations, mais vraiment les actes d'entraide. Depuis que je suis chez Facebook, ça fait 8 ans, je n'ai jamais vu autant, peut-être au moment de « Je suis Charlie », également, on a une très grande élan de solidarité, mais là, on voit vraiment que les Français se regroupent très facilement et rapidement. On a plus de 500 000 Français dans la première semaine après le confinement qui se sont mis dans des groupes d'entraide pour aider les uns et les autres. Et c'est de là pourquoi on a lancé cette semaine Community Aid, qui est vraiment un endroit où on peut aller proposer spontanément de l'aide ou demander de l'aide. Et donc là, toute la force des réseaux sociaux, c'est d'aider les autres et être avec les autres. Un dernier mot, Michel Gilbert, comment est-ce qu'on accède à tous ces contenus, à tout à cet aspect-là de Facebook?
Vous pouvez nous montrer? C'est très facile. Je vais vous montrer. Donc là, j'ai le mobile. Je suis sur le fil d'actualité de Facebook. Il y a 3 lignes en bas à droite. Je clique, j'arrive sur le centre d'information sur le COVID avec toutes les informations qui sont vérifiées. C'est des vraies informations officielles des organismes de santé et des gouvernements. Et là, je peux scroller. J'ai des informations et aussi, je vais arriver sur les informations des autorités et voilà, les personnes qui ont besoin d'aide. Moi, je peux dire j'ai besoin d'aide ou même je peux proposer de l'aide. Donc, c'est en un simple clic directement depuis son mobile et également depuis son PC ou son Mac à la maison. Merci beaucoup, Michel Gelbert. Merci. Merci. Bonne journée. Bon, Jérôme, avant de partir sous la mer et de découvrir les câbles sous-marins d'Amélie Charnet, enfin, ce n'est pas les siens, hein, mais elle va nous expliquer comment ça fonctionne. Avant tout cela, un petit détour du côté de notre question 01 et 2 Orange. Oui, absolument. Cette semaine, on vous demande si vous utilisez les réseaux sociaux plus que d'habitude. On en parlait à l'instant avec Michel Gilbert de Facebook. Alors, voyons ce que ça donne. Eh bien, ça confirme tout à fait ce qu'on se disait. Effectivement, il y a clairement une ruée sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas très étonnant. Donc, vous pouvez continuer à voter. Cette question sur Twitter, hein, bien sûr. Voilà, et maintenant, comme promis, on part sous la mer avec Amélie Charnet, ou en tout cas, on part au cœur des réseaux informatiques avec la chronique Télécom. Et elle est là, elle nous a rejoint, Amélie Charnet. Bonjour, en direct de ta chambre, hein, Amélie, visiblement. Eh oui, je suis en reportage sur le terrain depuis ma chambre. Amélie Charnet, donc vous le savez, journaliste à zeronet.com. Merci Amélie, ton confinement se passe bien, tout va bien? Tout va bien, j'ai quelques poissons d'avril dans le dos, je peux vous montrer. Oh que c'est beau. Bon, oui, puisqu'on enregistre cette séquence le 1er avril, on va tout vous dire. Et voilà, donc voilà, c'est pour ça. Amélie, on va parler avec toi des télécoms. Alors peut-être avant d'évoquer le sujet qu'on peut d'ailleurs retrouver sur zeronet.com, qui est la pose de ce câble avec une capacité impressionnante entre l'Atlantique et la France. Avant tout cela, comme c'est ta spécialité, les réseaux, faire un petit point sur les réseaux français. Les opérateurs ont crié quand même, ont été quand même assez, comment dirais-je, en ce moment, ils chauffent quoi, les réseaux, hein. Voilà, les réseaux chauffent. Et est-ce qu'il y a véritablement pénurie de réseaux en ce moment en France? Alors, pour l'instant, on peut dire que tout est sous contrôle. Malgré tout, on a à peu près une hausse de 40% du trafic Internet, ce qui est énorme. Et entre 20 et 40% de hausse du trafic téléphonique. Donc, oui, les réseaux sont mis vraiment sous forte tension. Et pour rebondir sur ce que disait François, est-ce qu'on peut craindre des problèmes de saturation, de ralentissement? Est-ce que les opérateurs ont pris les devants d'une manière ou d'une autre? Alors oui, on peut en craindre. Les opérateurs sont habitués en fait à tout le temps augmenter leur capacité chaque année parce qu'on les sollicite toujours plus. Sauf que là, en quelques jours, c'était pas prévu. D'habitude, c'est quand même dans des plans de financement sur plusieurs années. Là, soudainement, ils doivent faire face à un afflux de trafic. C'est un petit peu comme si on connaissait un samedi soir habituel avec une pique de trafic sur Netflix, sauf que c'était tous les jours et toute la journée. Oui, parce qu'en fait, il y a le réseau a 2 portes d'entrée, hein. Il y a le réseau fixe avec la DSL, la fibre, et puis le réseau mobile avec la 4G. C'est vraiment la 4G qui est, on va dire, le réseau le plus sensible actuellement. Alors, c'est 2 problèmes totalement différents. La 4G, c'est un problème de communication urgente, c'est-à-dire que si tout le monde se connecte en 4G, les appels de secours vont plus pouvoir être passés. Donc ça, c'est vraiment un problème circonscrit et je pense que c'est pas finalement le problème le plus important. À côté de ça, il y a le problème de trafic Internet. Donc là, si ça commence à être congestionné, plus personne n'accède à Internet. Donc pour moi, la 4G, c'est un problème local à régler pays par pays et il faut que les gens soient disciplinés. Les opérateurs nous disaient qu'à chaque intervention de Macron, en fait, il y a un pic d'appels comme si on était le 31 décembre. On n'a peut-être pas besoin tous d'appeler immédiatement après un discours du gouvernement pour débriefer ce qui vient d'être dit. Et surtout, ça ne sert à rien d'appeler Emmanuel Macron. Il est un peu occupé en ce moment.
Il y a 2-3 trucs à faire. Bon, Amélie, indépendamment de ça, donc l'actualité, c'est aussi ces travaux d'Hercule là, qui sont en train d'être menés. Google qui est en train de tirer un nouveau câble transatlantique entre la France et les États-Unis, un câble qui a un nom qui s'appelle Dunan, hein, c'est ça? Ouais. Ça faisait 15 ans qu'un câble transatlantique n'avait pas été comme ça construit et posé. Alors, il y a juste la partie terminale sur les côtes françaises qui est arrivée en Vendée, qui a été posée par Orange. Mais il reste maintenant à faire le principal, c'est-à-dire poser le câble qui est construit au fond de l'océan jusqu'à Virginia Beach, de l'autre côté des États-Unis. Et donc, ça devrait être mis en service d'ici la fin de l'année, si tout va bien, parce qu'avec avec la pandémie, en fait, c'est très difficile d'intervenir sur le terrain sur la côte Est en ce moment. Amélie, à quoi sert ce nouveau câble? Ça va apporter de l'oxygène, j'imagine, aux communications, on va dire, transatlantiques, parce qu'on en a besoin aujourd'hui. Les communications, en tout cas les capacités de communication, commencent à être un petit peu saturées. Alors, ce câble-là, il est totalement privé. Donc, ça va servir à Google en interne. Il va connecter un data center qui est en Belgique et un autre qui est en Virginie du Nord. Ça va servir à toutes les entreprises qui utilisent ces services de cloud et lui a ses besoins internes parce qu'il fait beaucoup de calculs, il développe beaucoup de services, il utilise de l'intelligence artificielle. Mais nous, quand on va se connecter sur YouTube ou sur Google Photos, on ne passera pas par ce câble. D'accord. Ah oui, c'est comme si Google se créait son propre réseau, on va dire, entre les États-Unis et l'Europe. C'est exactement ça. Alors, tirer un câble transatlantique, c'est des travaux surhumains. Enfin, c'est incroyable, le gigantisme d'une installation comme ça. Ah oui, bon, moi, ça me fait toujours rêver parce que ces câbles, on en a depuis le 19e siècle. Hein. Il y avait avant le télégraphe. Donc, en fait, c'est la suite de cette histoire qui est déjà longue de câbles transatlantiques. Et il fait 6600 km. Il fera 6600 km, ce câble. C'est fou. Donc, il y a un répéteur tous les 80 km pour quand même continuer à propager le signal. Amélie, c'est quoi? C'est de la fibre optique, tout simplement, la même qu'on a à la maison, enfin pour ceux qui ont la chance de la voir. Exactement, sauf que là, il y a 12 paires de fibres optiques à l'intérieur de ce câble et qu'il est hyper renforcé parce que vous imaginez bien que c'est des conditions extrêmes d'être posé sous l'eau, d'avoir un bateau de pêche qui peut éventuellement couper quand le bateau jette l'ancre, le câble. Donc, c'est de la fibre optique, mais hyper sécurisée, hyper renforcée. Alors, c'est un câble qui appartient à Google, mais c'est l'opérateur français Orange qui participe notamment, enfin en partie à l'installation. Hein. Oui, Orange s'est chargé donc de faire atterrir, on appelle ça atterrir, le câble sur les côtes françaises en Vendée et il a construit une petite station d'atterrissage. Donc en fait, ils mettent le câble sous le sable, ils le recouvrent avec des coquilles en fonte. Et ensuite, ça va jusqu'à une espèce de nœud de réseau. En fait, c'est ce qu'on appelle la station d'atterrissage. Et ensuite, ça part jusqu'au data center belge de Google. Et alors, j'ai cru comprendre qu'Orange allait malgré tout pouvoir bénéficier un peu de la capacité de ce câble, Amélie. Exactement. Donc, en échange de ces travaux, ils vont récupérer une paire de fibres optiques. Donc, ça, pour le coup, quand on se connectera à des services qui sont hébergés aux États-Unis, les utilisateurs français, donc les abonnés d'Orange, mais aussi des autres opérateurs, pourront peut-être passer par ce câble. Alors, Google installe son câble. Est-ce que demain, on peut imaginer que Facebook installe son câble, Netflix installe son câble, Disney+? Est-ce que finalement, les géants de l'Internet pourraient installer chacun à leur tour leur câble? Ah oui, c'est tout à fait imaginable et Google n'est pas le seul à le faire. Hein. Donc, tous les GAFAM y réfléchissent. C'est pas forcément avec des prétentions de devenir des opérateurs et de court-circuiter les opérateurs. C'est vraiment parce qu'ils ont un besoin au niveau réseau interne d'avoir de plus en plus d'infrastructures et donc ils y consacrent énormément d'argent. Hein. Le budget estimé de Dunan, c'est 250 millions d'euros et Google a des parts dans 13 câbles sous-marins. Donc, vous multipliez par 13, 250 millions d'euros. Merci beaucoup, Amélie. Merci, Amélie. À bientôt. Et quelle surprise! Nous retrouvons Nicolas Lelouch pour cette chronique smartphone. De retour, vous m'avez manqué.
Je me sentais un peu seul là dans ce confinement. T'inquiète pas, on est là. Ah, tout va bien. Bon, alors l'actu smartphone qui ne s'arrête jamais, Nicolas. Oui, en effet. Aujourd'hui, elle nous emmène en Chine, pour ne pas changer, avec la marque Xiaomi, qu'on suit de près depuis longtemps sur 01 TV, et qui s'apprête à sortir d'ici quelques jours les Mi 10, Mi 10 et Mi 10 Pro, c'est ça? Tout à fait, c'est ça, qui sont dans mes mains. Les voilà, parce qu'en effet, comme tu le dis, l'actualité smartphone ne s'arrête pas. C'est un petit peu le premier constat qu'on fait de cette période de confinement. Les constructeurs continuent à annoncer des choses et continuent à en envoyer, même si le monde est à l'arrêt. Et donc, on a ici les 2 nouveaux smartphones haut de gamme de Xiaomi. Donc, Mi 10, Mi 10 Pro. C'est la même taille d'écran, c'est la même chose. C'est de l'OLED, écran incurvé. Les 2 produits se ressemblent énormément. Ils ont une différence, et ça m'amuse un peu. Ça montre que Xiaomi s'inspire comme d'habitude d'Apple, justement, c'était le but. Voilà, le modèle non pro a un verre brillant, comme l'iPhone 11. Le modèle pro a un verre mat, comme l'iPhone 11 Pro. Donc, du coup, voilà, on reste sur une petite inspiration d'un point de vue design, mais il faut reconnaître que c'est de très beaux produits. Notamment, je vais essayer de montrer si ma webcam me fait bien la mise au point. Mais le poinçon qui est absolument minuscule en haut à gauche oui, du c'est pas téléphone, gros, hein. si on le compare à ce qu'on a sur un P40 Pro, il n'y a pas photo, quoi. C'est vraiment très cool d'avoir un design comme ça. C'est sympa comme vue d'ici pour moi. Euh, Nico, qu'est-ce qu'ils ont de particulier dans cet océan de smartphones sous Android qui sortent actuellement et qui se ressemblent tous? Eh bien, il ressemble à tous les autres smartphones Android de cet océan de smartphones. Super. Non, non, ce qu'ils ont de particulier, ça va être, en fait, pour Xiaomi, c'est vraiment l'épreuve de la montée en gamme, cela. On parlera à la fin du prix de ces produits, mais l'idée étant que là où Xiaomi, jusqu'à maintenant, faisait d'excellents produits, de très beaux écrans, tout ça, il y avait toujours des petits défauts. Par exemple, on avait un haut-parleur mono et pas de haut-parleur stéréo. On n'avait pas de moteur haptique pour les vibrations. Le son n'était pas terrible, notamment quand on téléphonait. C'était tous ces genres de petits défauts qui laissaient penser qu'elle se concentrait en fait sur le plus visible, mais ce que les utilisateurs ne voyaient pas, on le laissait de côté. Là, j'ai très sincèrement peut-être quelques-uns des meilleurs retours haptiques que j'ai eu sur un smartphone. C'est-à-dire que quand j'appuie sur un bouton dans l'interface, eh bien, j'ai une petite vibration très légère façon iPhone, façon Google, qui franchement est très agréable et qui prouve aussi que on a des composants de meilleure qualité. Les haut-parleurs stéréo, pour écouter de la musique en étant sous la douche, c'est nickel. Le son est beaucoup moins saturé qu'auparavant. Et donc, c'est tous ces petits détails qui font que Xiaomi est monté en gamme. L'écran incurvé, c'est joli. C'est incurvé sans l'être trop. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tombés dans une dérive façon Oppo notamment, qui est allé très loin à un moment avec des écrans très incurvés, mais du coup, ce n'était pas très pratique à tenir. Donc, ils ont vraiment soigné la partie design. Le produit est joli, y compris à l'arrière. J'aime beaucoup le module caméra qui est vertical. Ça change de tous les constructeurs qui font des c'est assez trucs élégant rectangulaires en ce moment. C'est assez élégant. Et d'un point de vue photo, ce qu'on a, c'est là en fait où les Mi 10 et Mi 10 Pro se différencient le plus. Le Mi 10, c'est très classique. On a un capteur de 108 mégapixels. Donc ça, c'est beaucoup, c'est très bien, tout ça. C'est rien à dire là-dessus. On a un ultra grand angle. Là, si c'est pour le coup, c'est le classique. Et surtout, les 2 derniers capteurs, c'est un capteur de profondeur et un capteur macro. Autrement dit, ils servent à rien. Ils sont juste là pour faire joli et pour avoir 4 modules caméra. Par contre, à l'arrière du Mi 10 Pro, on a le même capteur de 108 mégapixels qui est toujours très bon. On a un ultra grand angle qui est un petit peu meilleur que le Mi 10. Et le reste, justement, c'est là où c'est pas mal, c'est qu'il y a un zoom avec téléobjectif, un téléobjectif avec zoom x2 et un téléobjectif avec zoom x5 pour monter jusqu'à x10 en hybride. Donc là, en fait, c'est là où il y a vraiment un point de différenciation. C'est qu'il peut vraiment attaquer Huawei et Samsung, même si nos premiers tests montrent qu'au niveau du zoom, c'est un petit peu moins bon, mais ça reste un téléphone qui est très polyvalent en photo et donc qui est plutôt bien équipé. Alors Nicolas, la surprise, c'est quand même, et pas forcément la bonne surprise pour le consommateur, c'est le prix, puisque là, ça y est, on monte en prix. Pourquoi cette stratégie? Alors pourquoi cette stratégie? Combien d'ailleurs et déjà, pourquoi? les prix, donnons-les. Un point de référence, le Mi 9 smartphone haut de gamme de l'année dernière coûtait 499 €. Donc là, 500 €, on va arrondir. Là, ici, on est à 799, 800 €. Et là, on est à 999, donc 1000 € pour le Mi 10 Pro. Donc on fait 1 x 2 sur le modèle le plus haut de gamme. Comment ça s'explique officiellement?
si on écoute Xiaomi, c'est parce que les composants coûtent plus cher et ils n'ont absolument pas voulu augmenter les prix et c'est juste le prix du bon produit. Maintenant, Xiaomi avait quand même une tendance à casser les prix, quitte à les vendre à perte. Enfin, c'était vraiment un peu n'importe quoi à ce niveau-là. Donc, on peut se dire que cette stratégie n'est pas vraiment plausible avec leur manière de faire. Donc, ce qu'on peut imaginer, ce que nous ont confirmé certaines de nos sources chez les opérateurs, chez les revendeurs, c'est que Xiaomi ambitionne de concurrencer Huawei. Parce que vous savez, Huawei est dans le pétrin parce qu'il a des problèmes et il est victime collatérale de la guerre entre les États-Unis et la Chine. Et donc, du coup, Xiaomi espère passer numéro 3 en France en dépassant Huawei. Et le seul moyen pour arriver à ce niveau-là, c'est d'être présent chez les opérateurs, d'être vendu avec des subventions et surtout d'avoir des grosses campagnes marketing avec des pubs dans la rue, des pubs à la télé, des pubs sur Internet. Et si on veut absorber des campagnes marketing, ça a un coût. Et le coût, il est là. Xiaomi est obligé d'augmenter les prix. Mais cela dit, Nico, heureusement, Xiaomi ne fait pas que des téléphones. J'ai cru comprendre que là, ils allaient sortir une télé en France. Oui, bien sûr. Xiaomi, vous savez, c'est un peu le Ikea de la tech, comme on aime bien l'appeler. Ils font des télés, ils font des aspirateurs, ils font des objets connectés. Ils font des PC, des objets connectés. Ils font même des tables et des robinets en Chine. C'est vraiment ce qu'il faut prendre en compte. Xiaomi fait tout. C'est assez incroyable. Ils font des chaussures, ils font des peluches. Non, sincèrement, c'est délirant. Allez un jour sur le site mi.com, mais version chinoise, ou si un jour vous avez l'occasion de vous rendre en Chine, allez dans une boutique Xiaomi, vous allez adorer. Moi, je trouve ça fantastique ce qu'ils sont capables de faire. Et oui, c'est en France, ils vont lancer un nouveau purificateur d'air. Dans cette période, c'est pas trop mal. Je pense que ça va pas être compliqué à vendre. Il ne faudrait pas que ça tarde trop à arriver. Il ne faudrait pas que ça tarde trop à arriver, en effet. Mais la nouveauté, c'est que Xiaomi lance ses télévisions en Europe, particulièrement en France. C'était déjà le cas en Espagne. Ils avaient déjà essayé, c'est leur premier pays, l'Espagne. Mais en France, on va avoir les télévisions de Xiaomi. Et là, en l'occurrence, c'est un modèle de 65 pouces qui va tourner autour des 500 et 100 euros. Donc, autant vous dire qu'à ce prix-là, il n'y a pas énormément de concurrents. Et donc, les télés Xiaomi vont être à surveiller parce qu'ils ont des super dalles. Je crois que c'est Samsung qui les fournit. Et donc, ça peut être pas mal. Ouais, bref, ça reste la marque à suivre, qui est vraiment la marque à suivre, qui monte et qui, avec tout ce qui arrive à Huawei, il y a des chances de faire parler d'elle. Et c'est vrai que là, pour le coup, on a beaucoup parlé des caractéristiques de ces produits. Je les ai depuis quelques jours. Sincèrement, on sent que c'est du haut de gamme. C'est vraiment super bon. L'expérience, elle est très sympa. Et c'est complètement un téléphone que personnellement, je pourrais utiliser en daily driver, en téléphone principal. Donc, c'est de super produits. Oui, et puis rappelons que eux, ils ont tous les services Google, ce qui n'est pas le cas. Ils aiment bien le dire. Majeur dont tu parlais la semaine dernière. Tout à fait. Et ils aiment bien faire des pubs dans la rue avec écrit le nouveau téléphone de Xiaomi et Android. Avec Android. Donc ça, chez Huawei, ils doivent apprécier moyennement. C'est pas très gentil pour Huawei, on est d'accord. Quelle cruauté. C'est vrai. Merci Nico. Merci beaucoup Nicolas. Merci à tous les deux. À très vite. À très vite. On va rester dans la maison et on va s'intéresser à un gros sujet qui nous préoccupe en ce moment, c'est la qualité du Wi-Fi, François. Ouais, et Christopher Siminelli qui justement avait des problèmes de Wi-Fi chez lui parce que comme nous, il est confiné. Eh bien, visiblement, il a trouvé la solution et on le retrouve tout de suite, Christopher. Et avant de retrouver tout à l'heure, comme chaque semaine, Jordan Cossino. Oui, du Jordan Cossino en visio, ça va être bien. C'est Christopher Siminelli qui est avec nous. Salut Chris. Salut Jérôme, salut François. Christopher Siminelli, le directeur de la rédaction de 01. Alors avant que tu nous racontes ta vie de connecté, de confiné, Chris, un mot quand même sur la rédaction de 01net.com qui tourne à plein régime avec évidemment toujours énormément d'actu et de choses à lire sur 01net.com. Oui, bien sûr. On se rend compte en tout cas que les Français n'ont jamais eu autant besoin du numérique que maintenant et on est en plein dans notre mission avec 01, que ce soit en vidéo, avec ce qu'on est en train de faire là en ce moment et sur 01net.com. On a énormément d'audience aujourd'hui. Déjà, on vous remercie pour votre fidélité et la confiance que vous accordez à 01. Et donc, oui, nous, on s'adapte évidemment au contexte. Chaque semaine, on vous donne des conseils pour utiliser le numérique pour mieux vivre un peu cette période de confinement. Et c'est aussi une occasion pour nous de mettre en application tous les conseils qu'on vous donne. Donc, on utilise tous les outils dont on vous parle. On les utilise nous aussi dans notre propre organisation. Et ça nous permet d'être encore plus juste dans nos recommandations. Voilà. Donc, un outil évidemment indispensable en ce moment, c'est la connexion Internet sans fil à la maison, surtout quand toute la famille est là, qu'elle tire beaucoup plus que d'habitude, ou en tout cas beaucoup plus longtemps que d'habitude sur cette connexion Internet. Comment faire pour avoir un bon Wi-Fi ?
Christopher, tu as un certain nombre de conseils à nous donner. Oui, c'est vrai. Alors, tout le monde travaille à la maison, donc la question du Wi-Fi n'a jamais été aussi prioritaire que maintenant. Avant, on pouvait s'accommoder de quelques petites déconnexions, etc. Mais là, aujourd'hui, c'est plus possible. Quand on est en appel téléphonique ou en visioconférence avec ses collègues, c'est super rageant d'avoir une connexion qui n'est pas stable. Alors, quelques conseils comme ça. Le premier, c'est de bien regarder où est-ce que vous positionnez la box dans la maison. Il ne faut pas qu'elle soit dans un placard ni dans un tiroir. Ça peut paraître évident, mais c'est toujours bien de le rappeler. Dans le frigidaire, c'est pas bon, par exemple. Non plus. Non. Et il faut éviter de la mettre à une extrémité de votre logement. De manière assez logique, les pièces situées à l'autre extrémité, seront très mal desservies. Donc, on va plutôt privilégier un endroit central. Il faut aussi regarder les murs de votre domicile. Le Wi-Fi va avoir plus de mal à traverser un mur porteur ou un mur en béton armé qu'une simple cloison en plâtre. Ça, on a tendance à sous-estimer. On a l'impression que le Wi-Fi, c'est magique, mais non, ça reste des ondes avec un taux de pénétration, enfin un pouvoir de pénétration qui est très différent en fonction des matières. Regardez aussi les perturbations que peuvent causer d'autres réseaux Wi-Fi dans l'immeuble, dans votre voisinage. Quand on est dans un pavillon en région, enfin dans une ville en dehors des agglomérations, ça va, mais quand on est dans des appartements, ça peut vite devenir l'enfer. Et il se trouve que souvent, les réseaux Wi-Fi utilisent le même canal. Donc, ça peut valoir le coup de tester des canaux différents. Ça n'aura aucun impact sur votre installation. Ça continuera à fonctionner. Aucun problème là-dessus. Vous pouvez faire différents tests et regarder en changeant de canal si les perturbations sont un peu moins importantes. Et enfin, le critère, peut-être l'un des plus importants, c'est votre matériel. La qualité de votre réseau Wi-Fi dépend beaucoup de la box que vous utilisez. Alors, plus votre box est ancienne, moins votre Wi-Fi sera bon. C'est une évidence, on l'a vérifié avec tous les abonnements qu'on peut avoir les uns et les autres à la rédaction. Et il peut aussi y avoir des disparités, même sur des box récentes, il peut y avoir des disparités. Si vous avez une box adossée à une offre, on va dire low cost chez votre opérateur, vous n'allez pas forcément avoir la dernière génération du Wi-Fi. À titre personnel, moi j'utilise, je suis dans ma belle famille qui a une Freebox Mini 4K et je peux vous dire que c'est infernal le Wi-Fi de cette box qui est plutôt dans les offres d'entrée de gamme de Free. Franchement, c'est pas terrible. Et donc, je me suis fait livrer un kit Wi-Fi maillé. Alors, vous avez forcément déjà entendu parler de ces solutions. Il y a Google Wi-Fi, il y a Orbi, et donc il y a Amazon qui a lancé le sien, qui s'appelle Amazon Eero, E-E-R-O. Et donc, je l'ai essayé. C'est 3 petits routeurs qui vous permettent, en fait, vous les répartissez dans votre domicile et ça donne une densité de couverture du Wi-Fi qui est bien supérieure à celle de votre box. Chaque point d'accès s'appuie sur un autre point d'accès pour distribuer le réseau. Franchement, c'est le jour et la nuit. Je vous prépare une petite vidéo là-dessus et vous allez découvrir un peu comment ça s'installe. C'est hyper simple, mais la solution d'Amazon, en tout cas que j'ai testée, le débit que j'ai à l'endroit où je suis là dans le domicile, il est multiplié par 8. C'est juste… c'est vraiment le jour et la nuit. J'étais à 8, 9 mégas maxi en download, ce qui est terrible parce qu'il y a quand même la fibre là où je suis. Et là, je passe à quasiment 200 mégas en download. Donc, c'est vraiment… voilà. Mais alors, tu désactives le Wi-Fi de ta Freebox Mini 4K ou pas? Alors, on peut, mais on n'est pas obligé. On peut aussi garder les deux. Donc là, aujourd'hui, pour ne pas perturber les habitudes de ma belle-mère, tout simplement, j'ai décidé de garder l'ancien réseau Wi-Fi. Donc, il y a un deuxième réseau Wi-Fi dans la maison qui, lui, est beaucoup plus performant que celui de la box. Mais vous pouvez tout à fait remplacer le réseau Wi-Fi de la box par ce nouveau réseau Wi-Fi. Après, ça dépend des configurations. Mais tu mets 2 noms de Wi-Fi. Oui, du coup, il y a deux noms de… Il y a 2 noms de Wi-Fi, d'accord, 2 SSI. Ouais, il y a 2. Ouais, voilà, c'est ça. Après, il y a une petite manipulation à faire pour que depuis le Wi-Fi, on accède aux appareils connectés au routeur, ce qui n'est pas forcément le cas automatiquement en fonction des solutions. Là, typiquement, avec ce second réseau Wi-Fi, je n'ai pas accès à l'imprimante Wi-Fi du bureau. Je suis obligé de basculer sur le réseau Wi-Fi de la Freebox pour pouvoir imprimer. Donc, il y a quelques petits inconvénients. Il y a peut-être une manipulation qui m'a échappé, mais ça doit être… Ouais, c'est curieux ça, parce que en théorie, ça doit être possible. Ouais. Oui, parce que normalement, on se connecte au routeur. Donc, voilà. Exactement. Mais en tout cas, voilà, la solution d'Amazon que j'ai testée, ça coûte quand même 195 €.
Donc, c'est pas donné. Et encore, ça fait partie des solutions parmi les moins chères du marché. Google Wi-Fi, c'est presque 300. Après, il y a même des solutions à 350, 400 euros. Parce qu'il y a des solutions en Wi-Fi manier qui utilisent des 3 bandes de fréquences. Donc, ça permet de répartir la charge et de ne pas avoir de réseau Wi-Fi surchargé. Mais ça coûte aussi beaucoup plus cher. Merci Christopher, bon confinement. Merci on se à vous. retrouve très bientôt, évidemment. Et restez chez vous. Oui, Ouais, on reste à la absolument. maison. Écoute, Pour voilà. tous ceux qui le peuvent, restez chez vous, c'est vrai. Et puis ce qui est intéressant, c'est que vous découvrez tous nos intérieurs là en ce moment, hein grâce à ce 01 hebdome. Ouais. Voilà. Mais toi, Merci, Chris, c'est à un bientôt. fond virtuel, François, non? Non, c'est un vrai fond. Ah, C'est un d'accord. vrai. Eh oui, c'est ce que je vis au quotidien, mon pote. Bon, il y a Jordan Cosino qui trépine, là. Il faut qu'on l'appelle tout de suite pour sa chronique. On le retrouve tout de suite. Salut Christopher, à bientôt. Salut, Chris. Salut. Et pour terminer ce 01 hebdome, eh bien, nous accueillons Jordan Cosino. Je sais qu'il te manquait, Jérôme. Tu sais quoi, on l'a retrouvé. Il est chez lui, confiné. Bonjour. Ah salut, Eh oui, Jordan. confiné, Salut hein. Jordan. Salut, comment ça va? Écoute, ça va. On fait aller. Bon, tout va bien. On est là, tranquille, tu vois. On assure le 01 hebdo. J'ai vu ça, j'ai vu la belle télé The Frame dont Jérôme nous parle souvent derrière lui à chaque fois. Je la vois enfin. Ouais. C'est pas Qu'est-ce une que tu veux, blague. les il y a reflets Ouais, ouais. T'as vu les reflets qu'il y a? C'est impressionnant quand même. Hein. Ah, ouais, évidemment, il est près de la fenêtre, mais bon, Ouais, tiens, ouais. je te mets une autre Ça image. vaut pas une bonne télé OLED classique, mais bon, c'est mon avis. Bon, arrête. On est d'accord, mon Jordan. Bon, Jordan, les insolites du web du confinement, qu'est-ce que ça donne? Bah écoute, les sites de financement participatif ne ferment pas, à mon grand bonheur. Et je vous ai trouvé des petits objets, du coup, assez sympas à acheter, à financer et à recevoir après le confinement, évidemment, puisqu'il faut acheter des choses indispensables avant. À commencer par, vous allez le voir en image, un produit qui s'appelle K1 Smart Lockbox. Qu'est-ce que c'est? Je trouve assez sympa pour les gens qui ont des maisons d'hôtes ou qui font du Airbnb. En fait, c'est une petite boîte que tu mets devant ta porte et que tu vas céder avec ton smartphone et que tu vas pouvoir déverrouiller soit via un code, soit via un détecteur d'empreinte digital, un Touch ID. Et dedans, tu vas pouvoir mettre ta clé. Donc en fait, si tu vas, par exemple, je sais pas, demain tu veux louer ton appart sur Airbnb et tu veux t'as pas la possibilité d'être là pour remettre la clé, bah tu le mets dans cette petite boîte. Via ton iPhone, tu peux autoriser certaines personnes avec un code personnalisé, avec tu peux choisir la plage horaire où la personne vient récupérer la clé ou le pass ou ce que tu veux et la personne peut rentrer chez toi voilà, directement. Ça rend la marque se vante de dire que ça rend n'importe quelle serrure intelligente. Voilà. Ouais, C'est clair. c'est un peu la serrure intelligente low cost quand même. Hein. C'est Bah la clé oui, dans oui, sa bah- petite boîte. Ça remplace Oui, la c'est clé la sous clé. le pot de fleurs, quoi. C'est ça, sauf que là, elle est dans sa boîte et que visiblement, ils ont fait des tests. Dans la vidéo, vous devez le voir, là, ils ont essayé de rouler sur la boîte avec une voiture. C'est la mode en ce moment, ils font tout ça. Je sais pas pourquoi, ils veulent tous rouler sur leur produit. Donc, ils ont roulé sur le produit, ils ont mis avec une pince Monseigneur, ils n'arrivaient pas à le couper pour montrer que c'était hyper solide et résistant. Ouais. Mais je trouve ça assez rigolo que tu puisses contrôler ça depuis ton smartphone et surtout que tu peux choisir les créneaux. Si tu veux la rendre Ouais, c'est accessible vrai, c'est vrai. de 10h à 11h, bah, tu peux, si tu veux, voilà. Si t'as une femme de ménage, si t'as quelqu'un qui travaille chez toi, je sais pas, bah, tu peux aussi faire ça. C'est un Mais Jordan, cadenas c'est connecté en Bluetooth ou en Wi-Fi? Alors, c'est du Bluetooth. D'accord. Donc, en Donc, fait, il faut que tu vas programmer en fait la boîte en étant à proximité avec ton téléphone, quoi. Oui, par contre, après, c'est Wi-Fi. Enfin, une fois que tu l'as mis sur. Pardon, excuse-moi, pour le début, c'est Bluetooth et ensuite, c'est Wi-Fi. Tu le connectes à partir de chez toi. Et toi, par contre, tu y as accès, comme par exemple tes ampoules connectées Xiaomi, et ben, de la même manière, tu vas pouvoir allumer et éteindre, vu que c'est en réseau depuis chez toi. Mhm. Bon, en tout cas, ils cartonnent, hein. Ils récupèrent pas mal d'argent, hein, visiblement. Bah, ils ont 97 000 euros, donc ils sont financés. Donc le produit va être, à la base, il était censé être livré en avril, ce mois-ci, mais je suis pas sûr qu'avec les petits soucis qu'il y a en ce moment, ils vont pouvoir livrer. Mais en tout cas, si vous voulez le financer, il reste encore quelques jours. Ça coûte celui avec le détecteur d'empreinte, parce qu'il y a deux versions. Celui avec le détecteur d'empreinte coûte 63 euros et l'autre coûte 44 euros. Il n'a pas de détecteur d'empreinte, mais c'est la même chose. Voilà. Super, pas mal, Et ça pas mal. s'appelle donc K1 K1 Smart Lockbox. Ouais, exactement. Cool. Deuxième produit. Alors, allez, deuxième on y va. produit, ça c'est pour les smartphones, c'est ça? Ouais, alors c'est une coque que je trouve assez folle. Je trouve ça même étonnant. J'en ai jamais vu comme ça avant et ça m'étonne que personne n'ait inventé le truc. Ça s'appelle Bera Shield 2. C'est une coque,
je vais dire tout de suite, c'est ultra résistant. Pareil, eux aussi, ils roulent sur leur coque, vous allez le voir. Et les gens adorent rouler sur les produits, vraiment, c'est une passion. Donc, ils prennent une voiture, ils te montrent que c'est résistant, que tu ne casseras pas ton téléphone avec, etc. Ils détaillent beaucoup leur techno de coque pour dire que c'est résistant, etc. Blablabla. Ça, ok, on l'a déjà vu. Maintenant, tu as au dos de la coque, donc derrière la coque, en fait, derrière la coque de ton smartphone, donc derrière ton smartphone, tu as la possibilité de plugger des espèces de batteries amovibles magnétiques et ça charge ton téléphone. Je trouve ça assez innovant. J'ai jamais vu ça. Moi, je sais pas vous. Tu peux en mettre plusieurs en plus. En fait, ouais, tu peux les superposer. En fait, c'est comme c'est des magnettes, quoi. C'est comme ce que tu colles sur ton frigo, sauf que tu le colles derrière ton iPhone et ça va recharger ton téléphone. Et tu as la possibilité d'en prendre plusieurs, donc tu peux avoir plusieurs batteries dans la poche et ça se clipse très facilement. Ça charge ton iPhone ton téléphone, parce que c'est une coque au global. Ça charge ton téléphone relativement vite et ils mettent en avant aussi le fait que tu puisses charger ça directement dans l'eau, voilà, si tu veux. Maintenant, je ne m'amuserai pas à charger ça dans la mer, mais eux, en tout cas, dans leur pub, ils te mettent en avant que tu peux le charger dans ta baignoire et c'est pas grave si tu le fais tomber parce que tout est IP68. Enfin, pas vraiment IP68, mais tout est waterproof, ils le vendent comme ça. D'ailleurs, ils n'ont pas la norme IP68. Mais voilà, je trouvais ça assez étonnant comme produit, j'en avais jamais vu. Et voilà, c'est une coque. Et combien ça coûtera cette petite chose là ? Alors, c'est assez cher pour le coup, ça coûte quasiment une centaine d'euros. Donc, c'est pas donné non plus. Voilà. Mais bon, pour ce prix-là, tu as la coque plus la batterie, hein, on est d'accord ? Oui, en fait, eux, ils comparent en disant que la coque, la Smart Battery Case d'Apple là, qui intègre un chargeur, elle est à 123 euros. Et que eux, au final, tu t'y retrouves puisque tu as plusieurs batteries, que la coque, elle est amovible, etc. Enfin, ils ont un petit discours marketing qui est intéressant maintenant. Est-ce que ça fonctionne réellement ? C'est toujours la question qu'on se pose avec les produits un peu crowdfunding. Et si ça marche vraiment, c'est pas mal maintenant à voir à l'utilisation. Il y a un truc qui me fait rire dans la vidéo, parce que c'est toujours des vidéos promotionnelles qui sont plutôt amusantes. La fille qui fait tomber son téléphone sur la route, et juste à ce moment-là, il y a une voiture qui passe et qui roule dessus, c'est tout visé. Et en plus, elle n'est pas du tout stressée, quoi. Elle n'est pas inquiète. Alors que moi je me roulerais en boule sur la route de désespoir. Elle prend son téléphone, elle l'essuie, elle repart. Et puis le passage aussi où il y a la batterie qui est dans la rivière, parce que bien évidemment, on met tous une batterie amovible dans une rivière. Hein. Bien sûr. On la prend de la rivière pour recharger son téléphone. C'est là que ça se récupère. Au quotidien. C'est comme les poissons, ça se récupère, ça se pêche, évidemment. C'est ça. Tu pêches des batteries. C'est cool. Bon, troisième produit, Jordan, c'est un peu plus sage celui-là. Hein. Troisième produit sage, mais improbable. Vous savez, j'adore les produits 2 en 1, 3 en 1, etc. Lui est pas mal. Donc, je vais vous faire la première partie. C'est un produit qui, sur le papier, est plutôt cool. C'est un mug avec sa base qui te permet de garder ta boisson au chaud. Voilà, ton café, ton thé au chaud et à bonne température. Ils ont fait des études, etc. pour voir à quelle température le thé ou le café se déguste de manière idéale. Donc, tu branches l'espèce d'un dock qui ressemble à un petit chargeur sans fil. Tu le branches en USB et tu peux donc garder ton café ou ton thé au chaud quand tu bosses. On a tous connu le truc du café ou du thé pas très chaud, c'est pas très agréable. Ça doit bien vider la batterie quand même, ça. Oui, je pense. Mais l'autre point, c'est que c'est aussi un chargeur sans fil. Voilà, donc c'est-à-dire qu'une fois que tu as fini de boire ton thé, si tu veux poser ton téléphone sur le dock, eh ben, tu peux, ça charge aussi bien ton café que ton téléphone. Et tu remets le café par-dessus ou... Je me demande ce que ça fait, peut-être que ça fait exploser le tout. Je ne sais pas. Sans doute. Écoute, voilà, c'est un produit que je trouvais rigolo. Ils n'ont pas une grosse prétention financière, ils ont récolté un peu plus de 6 000 euros. Ils en voulaient 4 000 et quelques. Et voilà, ça coûte 45 euros, ça va sortir en août, vu que ça a été financé. Et vous aurez la possibilité de participer encore. Vous avez encore pas mal de jours pour participer au projet si vous voulez. Mais je trouvais ça assez rigolo, les objets un peu comme ça qui fusionnent, qui sur le papier ont pas forcément de lien. Tu vois, le café, le téléphone, vu d'un premier point de vue, tu te dis pas ça va bien ensemble. Et eux, ils ont réussi à faire ça. Ça s'appelle Volcanic One. J'ai pas donné le nom, Volcanic One. Et je trouve ça très rigolo. Voilà, c'est sur Kickstarter. Hein. Exactement. Parfait, merci beaucoup. Très Jordan. bien, super. Merci beaucoup, Jordan Cossino. On est ravis de te retrouver. Écoute, pareillement. 01 Hebdo spécial confinement. On te retrouve la semaine prochaine. Oh bah oui, je pense les semaines suivantes. Là, on en a pour un petit moment.
Ouais, Pour les que 6 mois à venir en confinement. Ouais, je pense que je vais faire une petite déco derrière sur mon armoire, du coup, hein, vu que je pense que je suis là pour un petit Ouais. moment. Mets-toi un Si vous frame. avez ouais, ouais. Si en commentaire vous avez des idées de posters, je peux mettre un poster de Jérôme, un poster de François, voilà. Bah dites-moi. évidemment, si tu je veux. suis étonné que On tu ne s'arrange. l'aies Oui, pas bien d'ailleurs. sûr. Ça me fait plaisir, vraiment. Là, tu nous toucherais beaucoup. Hein, franchement, me chauffe ça serait pas. cool. Arrête, il est Merci capable de le faire. Jordan. Merci à vous. Merci À très Jordan. vite. Eh bien, ouais, on va se quitter là-dessus. Et voilà, François, je Jérôme. crois. Ben, Hein écoute, on va se quitter avec Jordan. Ce 01 Hebdo, ce 01 Hebdome est terminé. On se retrouve la semaine prochaine depuis chez Jérôme, depuis mon domicile aussi, pour essayer de continuer à vous informer sur l'actu high-tech avec aussi toute la rédaction de 01net.com. Voilà, c'est fait un peu avec les moyens du bord, mais vous avez été assez nombreux la semaine dernière à nous dire que vous appréciez qu'on soit là et qu'on continue. Donc, eh bien, on va continuer. Donc, encore une fois, si vous le pouvez, restez chez vous. Si par contre, vous faites partie de ces professions aujourd'hui vraiment indispensables qui sont obligées d'aller travailler et sur lesquelles on compte beaucoup, eh bien, bonne chance à vous, bon courage, bonne continuation. Et puis, si vous êtes à la maison, et si vous êtes abonné à SFR, Orange ou bien Free, eh bien, prenez le temps pour découvrir 01 TV sur votre box. Voilà, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec énormément de programmes, des tests, des magazines. On parle de toute l'actualité high-tech et c'est peut-être le moment pour vous aussi de découvrir cette chaîne qui vous attend et qui est gratuite, bien sûr. Portez-vous bien, salut à tous et à la semaine prochaine. À très vite.